Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Sommes-nous réellement indépendants? Studio Tamani pose le débat sur cette question 62 ans après l'indépendance du Mali. De son accession à sa souveraineté nationale à ce jour, le Mali a connu 3 républiques et 5 coups d'État. Cette souveraineté acquise se reposait sur 3 piliers, la sécurité, l'économie et le développement. Comment ces 3 piliers se manifestent aujourd'hui dans le pays? Les idéaux de l'indépendance sont-ils toujours d'actualité? Pour en parler, nous avons avec nous 3 invités. Professeur Hamidou Tunkara, historien. Daouda Tekete, journaliste, il est au téléphone. Modibo Mao Makalou, économiste. Je suis Mariam Meiga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question sera pour vous, professeur Hamidou Tunkara. Professeur Hamidou Tunkara. Avec G. Professeur Hamidou Tunkara, donc. La première question sera donc pour vous. Quels étaient les idéaux de l'indépendance? Bien, bonsoir madame. Alors, bonsoir les auditeurs. Les idéaux de l'indépendance étaient la liberté, la souveraineté et l'indépendance totale. Voilà, donc c'était les idéaux du 22 septembre 1960. Voilà. Daouda Tekete, journaliste, vous participez à cette émission au téléphone. Vous venez d'entendre le professeur Hamidou Tunkara. Ces idéaux sont toujours d'actualité aujourd'hui? Absolument. Absolument, d'autant plus que ce qui se passe aujourd'hui va en droite ligne avec ce que les premiers hommes politiques qui ont créé la première république du Mali avaient mené comme combat, à savoir l'affirmation et l'affermissement de la souveraineté nationale et internationale de notre peuple. Ensuite, s'organiser pour lutter contre la balkanisation de l'Afrique, dans la mesure où ils avaient compris que l'affirmation et l'affermissement de la souveraineté nationale et internationale des peuples anciennement colonisés par la France ne peut se faire dans le cadre de ce que Modibo Keïta a appelé les États poussières. Il fallait donc que nous nous réunissions, que nous nous retrouvons dans le cadre d'un État fédéral pour que cette souveraineté soit une réalité. Voilà pourquoi le combat de Modibo et ses compagnons, naturellement, a été d'abord et surtout de faire en sorte que nous accédions à l'indépendance, non pas en tant qu'État isolé, mais dans le cadre d'un État fédéral. Donc, tout cela procède de la volonté de ces hommes-là, qui avaient à leur tête d'abord Mamadou Konaté, ensuite Modibo Keïta, après le décès de Mamadou Konaté, c'était de faire en sorte que nous n'allions pas à l'indépendance de façon dispersée, comme la loi cadre de 1956 l'avait organisé et imposé. Alors Modibo a fait un combat de son combat, dans lequel d'ailleurs il a dit, précisément le 4 avril 1959, à Dakar, devant l'Assemblée fédérale, lorsqu'il a été nommé président du gouvernement fédéral, il a dit, entre autres, je cite, si pour la fédération du Mali, si pour l'unité africaine, je dois donner ma vie, je n'hésiterai pas, je n'en reculerai pas. Fin de citation. Voilà donc ce qui était exactement ce que Modibo et ses compagnons voulaient. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous voulons être souverains, prendre en main notre destin. Ce que les anciens colonisateurs, quand je dis les anciens colonisateurs, les intérêts qui ont prévalu pour la colonisation et qui existent encore, à savoir la branche industrielle, la branche bancaire et la branche commerciale du capital monopoliste français. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de se battre avec les hommes politiques à leur solde pour faire en sorte que ce combat pour l'affirmation et l'affermissement de notre souveraineté nationale ne soit pas une réalité. Dans la mesure où ça réussit, ferait tache d'huile et d'autres pays comme le Mali, anciennement colonisé par la France, notamment leur peuple, suivront la voie du Mali. Voilà donc ce que je puis dire par rapport à cette première question. Merci beaucoup, Daouda Tekete. Vous gardez la ligne et s'il vous plaît, approchez un tout petit peu le téléphone de votre bouche parce que le son aussi est un tout petit peu. Modibo Mouamakolo, vous venez d'entendre Daouda Tekete. Qu'en reste-t-il aujourd'hui de ces idéaux de l'indépendance?
Oui, mais d'abord, je pense que les idéaux des pionniers de l'indépendance restent entiers, parce que, vous savez, lorsque notre pays est né dans la douleur, parce que lorsque la Fédération du Mali a éclaté dans la nuit du 19 au 20 août 1960, c'est-à-dire que cette fédération du Mali regroupait la République du Sénégal et l'ex-Soudan français. Et donc c'est le 22 septembre 1960 que la République du Mali a été proclamée lors du congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA et que nous sommes allés vers l'indépendance. Pour les pionniers de l'indépendance, pour la Première République et les autorités de la Première République, l'indépendance voulait d'abord signifier renforcer l'unité nationale, parce qu'il fallait ressouder la nouvelle nation qui était la République du Mali. Il fallait aussi décoloniser l'économie, parce que vous saviez, en réalité, l'économie était extravertie, c'est-à-dire que la colonisation avait fait en sorte que nous soyons pourvoyeurs de matières premières pour importer des produits manufacturés. Et donc, l'économie avait un aspect très important. Donc, il fallait d'abord construire une économie nationale indépendante pour combler les besoins fondamentaux des Maliens et surtout des couches les plus défavorisées. Mais il fallait surtout une transformation structurelle, produire plus, mais aussi transformer. Parce que si vous ne transformez pas, vous ne créez pas de valeur ajoutée, vous n'augmentez pas les revenus et vous n'améliorez pas les niveaux de conditions de vie des populations. Mais le troisième aspect, et non moins important, c'était la planification. La planification d'une économie autocentrée avec une monnaie nationale, parce que nous étions depuis l'indépendance dans le CFA, parce que lorsque les transferts de compétences ont eu lieu en avril 1960 dans la Fédération du Mali, les autorités n'ont pas voulu changer quoi que ce soit jusqu'à ce que le franc malien soit créé le 1er juillet 1962. Donc il fallait une planification donc, à travers le plan de développement économique et social qu'on appelle le plan quinquennal sur la période 1961-1965 et qu'on appelle le P2S. Et donc avec cela, il fallait des outils de financement. Donc la monnaie, mais aussi des instruments des sociétés et entreprises d'État. Hamidou Toungaraji arrive. Les idéaux de l'indépendance sont-ils toujours affirmés dans le pays ou s'ils ont été affirmés, pendant combien de temps? Bien, donc les idéaux de l'indépendance sont affirmés, mais pas comme au moment de l'indépendance. Par exemple, au moment de l'indépendance, donc les pères de l'indépendance étaient des gens, des personnes vraiment décidées, qui étaient animées d'esprit de patriotisme. Donc c'était des nationalistes convaincus. Mais après l'indépendance, donc pendant leur temps, les premières années de l'indépendance, c'est-à-dire de 60 jusqu'à 68, donc ces idéaux-là étaient vraiment affirmés par les pères de l'indépendance. Mais après le coup d'État de 68, voilà, donc les idéaux ont commencé à disparaître petit à petit. Par exemple, la monnaie dont M. Magalou a parlé. Donc cette monnaie-là était une monnaie nationale, voyez-vous. Donc avec le régime de l'IDPM, donc cette monnaie sera remplacée par les CFA que le Mali avait quitté. Donc ces CFA-là va revenir encore au Mali. Donc on commence à perdre ce qu'on appelle notre indépendance monétaire, voyez-vous. Et ça a continué. Mais au temps du régime de l'ITPM, sous le général Moussa Traoré, donc jusqu'à présent, on avait une armée qui parvenait à sécuriser l'étendue du territoire, voyez-vous. Mais après les événements de 91, donc l'armée devient une armée très faible. Alors elle va perdre toutes ses capacités. Donc on a perdu la monnaie. Ensuite, l'armée nationale aussi, qui est un symbole de souveraineté, on va la perdre aussi parce qu'elle était affaiblie. Elle n'était pas en mesure d'assurer la sécurité nationale. Voilà.
Daouda Tekete, comme je le disais dans l'introduction, le Mali a connu 3 républiques, 5 coups d'État. Pourquoi les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas pu maintenir ce cap-là? Pardon, reprenez la question. Pour que... Je disais que le Mali a connu 3 républiques et 5 coups d'État. Et pourquoi les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas pu maintenir ce cap-là? Le cap de la souveraineté? Oui. Oui. Parce que tout simplement, nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Nous nous regardons avec les yeux des autres. Notre organisation sur le plan politique est encore l'organisation héritée de la colonisation. Et aussi longtemps que nous ne changerons pas à transformer radicalement ce système d'organisation politique, économique, sociale et culturelle, nous pourrons aller toujours de transition en transition. Mais la Première République avait tenté. Il y a eu des niveaux où ça a marché, comme il y a eu des niveaux où ça n'a pas marché. Mais malheureusement, le coup d'État de 1968 nous a fait revenir sur tous les acquis, tant sur le plan politique, économique, social et culturel. Tous les acquis donc, de la Première République ont été abandonnés, pratiquement presque. Alors c'est pourquoi il n'a pas été étonné, il n'est pas étonnant de voir qu'aujourd'hui encore, nous sommes en train d'aller de transition en transition. Et je pense que pour mettre fin à un tel cycle infernal pour notre peuple et pour les peuples africains, il est grand temps que nous nous organisions à partir de notre propre vision, de nos préoccupations. Il ne faudrait pas que nous nous organisons à partir de ce qu'on nous dit de l'extérieur. Mon jeune frère, Makadou, disait tantôt qu'on avait une économie extravertie. Elle est là, elle est encore, hein. Elle est encore extravertie. Dans la mesure où l'essentiel de tout ce qui est fait comme effort dans le sens de la production profite plus aux intérêts extérieurs qu'aux populations dans notre pays. Mais c'est le régime de Modibo Keïta qui avait tenté progressivement de mettre fin à cela. J'en veux pour preuve la création de toutes ces sociétés et entreprises d'État qui étaient en prise sur les besoins et les intérêts véritables de nos populations. Mais malheureusement, tout cela a fait longtemps parce que tout simplement l'accompagnement dont toutes ces réalisations avaient besoin n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi parce que le processus de décolonisation, comme mon jeune frère l'a dit, de décolonisation économique, de décolonisation de la mentalité d'une manière générale, n'a pas abouti aux résultats qui étaient attendus. Ce n'était pas facile. Parce que nous avions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, des forces hostiles à la réalisation de la vision et des convictions que les pères de l'indépendance avaient. Donc voilà pourquoi nous sommes encore en train de vaciller, tanguer, comme un navire qui tangue, mais qui ne va jamais chavirer si nous apprenons à mieux nous connaître, à savoir que nous avons des potentialités, tant sur le plan économique, politique, social que culturel, qui ont besoin de s'exprimer. Mais aussi longtemps que nous ne permettrons pas à ces potentialités-là de s'exprimer, je crains qu'on aille de transition en transition. Parce que tout simplement, nous continuons encore à perpétuer le système hérité de la colonisation, tant sur le plan politique, économique, social que culturel. Il faudrait qu'on ait le courage de prendre le taureau par les cornes, de revoir fondamentalement notre façon de nous organiser sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et que sur le plan culturel. Cela en tenant compte de l'héritage, pas seulement que la Première République nous a laissé, mais l'héritage que nos ancêtres qui ont eu à organiser et à faire vivre des siècles durant des grands empires comme l'Égypte pharaonique, comme l'Empire du Ghana, comme l'Empire du Mali, comme l'Empire Songhai. Il y a encore là, dans l'histoire, dans l'évolution de ces empires-là, des faits qui peuvent nous guider à faire en sorte que nous sortions de ce cycle infernal de transition en transition, de coup d'État, comme vous l'avez dit. Modibo Mahakalou, de l'indépendance à aujourd'hui, quelles étaient les ressources économiques? Sur quoi on se basait? Mais déjà, à l'indépendance, vous savez, nos exportations étaient essentiellement basées sur du bétail, 39%, les arachides, 31%, le mil, 5%, le coton, 1% seulement. Et nous faisions aussi de la gomme arabique et de l'huile de karité. Donc c'est pour vous dire, mais aussi la consommation de nourriture était généralement locale. Donc on consommait ce qu'on produisait généralement et on exportait beaucoup parce que le Mali était considéré comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Mais permettez-moi de revenir sur le plan de développement économique et social parce que c'était l'instrument phare pour quand même pour permettre l'essor de notre pays et
arriver aux objectifs des pères en tout cas des pionniers de l'indépendance, c'était essentiellement basé sur les infrastructures, vous savez, et 48,6%, donc près de la moitié des ressources étaient affectées aux infrastructures, parce que vous savez, nous avons un vaste pays semi-aride, enclavé, et donc avec la séparation du Sénégal, nous étions coupés de notre port naturel, notre port sur le monde, le port de Dakar. Donc il fallait maintenant mettre en place des infrastructures de base, parce que c'est le socle du développement, chemin de fer, les routes, les camions, des bus, la navigation par le fleuve, la poste, le téléphone et le télégraphe. Mais ensuite, il fallait le développement rural, parce qu'il fallait essentiellement la souveraineté alimentaire est la première des priorités. Vous savez, la première révolution industrielle, c'était la révolution agricole. Et les Européens, quand ils commençaient leur intégration, ils ont commencé par la PAC, la politique agricole commune. Mais aujourd'hui, les Africains, à ce jour, n'arrivent pas à se nourrir. Un tiers des denrées alimentaires qui sont consommées sur notre continent est importé, acheté de l'extérieur. Ce n'est pas un problème uniquement malien. Bien vrai que le Mali soit une puissance céréalière, nous sommes la deuxième puissance céréalière de la CEDEAO, c'est-à-dire les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui font partie de cette communauté économique régionale de l'Union africaine, derrière le Nigeria. Et nous sommes deuxième producteur de bétail sur pied, après le Nigeria encore dans cette même CEDEAO. Mais malgré tout cela, il fallait quand même faire en sorte que les Maliens puissent manger à leur faim. Donc 25,6% des ressources étaient consacrées à ce développement rural, y compris surtout l'Office du Niger, et puis voir comment faire de la reforestation et puis se concentrer sur l'élevage. Mais il ne fallait pas oublier aussi les ressources humaines. À l'indépendance, il n'y avait que 15 cadres supérieurs en République du Mali. 15 cadres supérieurs sur 5 263 000 Maliens. Donc, il fallait abattre un grand travail à ce niveau, rappeler les Maliens de la diaspora, rappeler les sympathisants du Mali qui avaient des diplômes pour venir nous aider. Et donc, les ressources humaines ont été aussi une priorité de la Première République, notamment en consacrant près de 12% au secteur des ressources humaines, secteur social et administratif, l'éducation, la santé, l'urbanisation, le bien-être social et l'administration. Mais aussi, il fallait l'industrie manufacturière, parce que ce qu'on produisait en zone rurale, il fallait transformer aussi. Parce que, et c'est ça, cette transformation structurelle, nous sommes toujours confrontés à cela. De même, il fallait développer l'énergie hydraulique. Et c'est là que le barrage de Sotiba et d'autres barrages ont été conçus, de même que la recherche minière qui a commencé à cette époque. Tout cela pour donner à notre pays les moyens de ses ambitions. Malheureusement, ce plan a été très ambitieux parce qu'il était attendu une croissance de 8%. Malheureusement, il n'a pas dépassé les 3%. Mais aussi, il faut dire que nous avions plusieurs partenaires et la Première République a tendu la main à tous ceux qui voulaient nous aider, mais sur la voie que nous avions tracée. Et cela voulait dire quoi? Je vais dire que d'abord, notre premier partenaire, c'était la Russie, avec 23% des ressources, parce que 40% de ce plan de 61-65, le plan quinquennal, était financé par l'extérieur. 23% des ressources venaient de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ancêtre de la Russie. Et maintenant, vous aviez 17% de la France, 16% de la Chine, déjà, à l'époque, et puis 15% du Fonds européen de développement, qui est l'enceinte de l'Union européenne. Et nous avions les Américains aussi avec 8%, l'Égypte avec 6% et les autres. Donc vraiment, nous avions diversifié nos partenariats. Nous avions voulu travailler avec tous ceux qui voulaient travailler avec nous, mais à travers l'objectif de faire en sorte que ce PDS soit l'outil qui va permettre aux Maliens de prospérer. Hamidou Toungara, s'agissant de développement, les indices d'hier à aujourd'hui sont-ils satisfaisants? Bon, les indices d'hier à aujourd'hui, on peut dire qu'ils ne sont pas très satisfaisants. Ils ne sont pas très satisfaisants dans la mesure où alors, ces indices-là alors, sont, comment on appelle là, orientés. Ces indices sont orientés surtout vers l'exportation. Vers l'importation, je veux dire. Vers l'importation. Parce que la plupart des produits
sont importés. Et le développement économique du pays aussi alors, est basé sur ces importations-là. Bien vrai qu'on a des ressources naturelles chez nous, mais la plupart de ces ressources-là ne sont pas transformées chez nous. On les exporte, mais après ces ressources-là sont transformées et sont importées. Elles sont importées, c'est pourquoi on dit que la balance commerciale du pays est déficitaire, parce que c'est axé sur l'importation des produits. Donc on importe beaucoup, mais on exporte peu. Donc on peut dire que les indices, à mon avis, ne sont pas satisfaisants. Modibo Makalou, qu'est-ce qui a poussé alors les dirigeants d'alors du franc CFA, du franc malien au franc CFA et du franc CFA encore au franc malien? Excellente question. Vous savez, je vous ai parlé du PDES et en réalité, le Mali n'avait, en fait, les autorités, d'après ce que je sais et ce qui a été documenté, ce que j'ai entendu autour de moi, c'est quand même que c'était pas l'objectif, c'était pas de créer la monnaie, c'est par contrainte que la monnaie nationale a été créée parce que, comme je vous l'ai dit, les accords d'avril 1960 par rapport au transfert des compétences de la Fédération du Mali avaient perduré. Et en mai, le 1er mai 1961, le président, après que le président Modibo Keïta et ses compagnons aient demandé le départ des troupes françaises, le président de la France, Charles de Gaulle, avait quand même envoyé un émissaire, et non des moindres, André Malraux, ministre d'État, et un ami personnel à lui, pour venir échanger avec le président pour remettre nos relations franco-maliennes sur de nouvelles bases. Donc des discussions avaient commencé par rapport aux négociations suite à l'éclatement de la Fédération du Mali et la naissance de la République du Mali. Mais le Mali voulait un accord avec la France, mais ne voulait pas rester à l'intérieur du CFA. Parce qu'à l'intérieur du CFA, il y a des critères de convergence et puis il y a un compte d'opération. Un compte d'opération, c'était un compte qui permettait la convertibilité illimitée des francs CFA en francs français à l'époque. Mais ce que le Mali voulait, c'était un compte d'avance. Un compte d'avance, les conditions sont moins draconiennes. Le pays a plus d'autonomie pour entreprendre parce que si le Mali était resté à l'intérieur du CFA, ce plan de développement économique et social n'aurait pas pu être mis en œuvre. La société entreprise d'État qui avait été créée n'aurait pas pu être créée, l'enseignement de masse n'aurait pas pu être effectué et toutes ces majeures réformes, il fallait quand même avoir les moyens de les financer, on ne pouvait pas le faire avec le franc CFA. Donc les accords avec la France ont achoppé sur cela, parce que la France s'est dit, mais si nous accordons ce compte d'avance au Mali, les autres ne vont pas accepter. Et donc finalement, le Mali a même signé le traité de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, qui créait le franc CFA nouveau, c'est-à-dire les 6 pays qui ont créé le franc CFA en 1962, le 12 mai 1962. Le Mali avait même signé, mais après, le Mali n'a pas ratifié. Et le 1er juillet, le Mali a créé sa monnaie pour pouvoir entreprendre sa politique parce qu'il n'y avait pas eu d'accord avec la France sur le compte d'avance. Donc c'était pour avoir plus d'autonomie et pouvoir financer son économie. C'est pour cela que le Mali a créé le franc. Mais on a parlé des entreprises créées. Il y a eu des difficultés dans la gestion de ces entreprises. Comme je vous l'ai dit, on avait un problème de ressources humaines, mais aussi on avait un problème parce que quand on a créé la monnaie, on n'en parle pas souvent, la monnaie n'était pas convertible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la monnaie n'était consommée, ne pouvait être dépensée qu'à l'intérieur du pays. On ne pouvait pas l'échanger contre des francs CFA dans les pays qui étaient autour de nous, nos voisins, mais on ne pouvait pas acheter des biens et des services à l'extérieur avec non plus. Donc ça posait un problème et ça. Donc c'était une monnaie cantonnée à l'intérieur. Cantonnée à l'intérieur. Donc il fallait avoir des devises, des ressources, des dollars ou des francs français ou en tout cas des yens ou des livres sterling pour pouvoir acheter les biens et les services, ceux dont le professeur Toungara a parlé, c'est-à-dire tout ce qu'on importait, parce que quand on importe, il faut avoir des devises. Et la Banque centrale a des avoirs officiels qui sont composés de devises et d'or qui permettent
les importations. Et vous savez, de l'indépendance à aujourd'hui, nous avons toujours acheté plus à l'extérieur que nous n'avons vendu à l'extérieur. Donc, non seulement notre balance commerciale est déficitaire parce que nous ne vendons pas assez à l'extérieur, mais aussi notre balance des paiements est déficitaire. Ça veut dire que nos transactions avec l'extérieur, nous dépensons beaucoup plus à l'extérieur que nous ne recevons de l'extérieur. Mais donc, la monnaie n'a fait qu'aggraver ce problème. Et donc, comme notre monnaie n'était pas convertible, les usines que nous avons créées, les bus et les camions, les chemins de fer, nous ne pouvions pas acheter les pièces de rechange. Et pour les usines, nous ne pouvions pas acheter les intrants. Donc, il fallait maintenant rentrer en négociation avec la France encore pour rejoindre le franc CFA. Et cela a pris 17 ans parce que l'accord est convenu le 17 décembre 1967, mais nous n'avons rejoint le franc CFA qu'en avril 1984. Daouda Tekete, s'agissant toujours de la monnaie, quels ont été aujourd'hui les avantages et les inconvénients du franc CFA et du franc malien? Bien. Bon, je rebondis sur ce que mon cadet Makalou vient de dire. Allez-y. Pardon? Allez-y. Oui, j'ai dit, je rebondis sur ce que mon cadet Makalou vient de dire, en parlant des mécanismes que le Mali avait souhaité initialement avec la France pour permettre que notre monnaie nous permette d'avoir ce que nous sommes extérieurs. Mais c'est exactement ce que la France a accepté de faire avec le Maroc et la Tunisie. Mais elle a refusé au Mali. Vous voyez? Donc, parce qu'ils savaient le poids que nous avions dans leur économie. Et que si ce mécanisme, ils l'acceptaient, comme ils l'ont fait avec le Maroc et la Tunisie, ils l'acceptaient avec le Mali, bon, cela aurait beaucoup réduit le drapillage de nos ressources naturelles qu'ils pratiquaient ici chez nous. Ça m'aurait réduit et ils en auraient assez souffert. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Malgré cela, mon père l'a dit aussi, que si on n'avait pas le franc malien, les sociétés entreprises d'État que nous avons créées, on n'aurait pas pu le faire. L'enseignement de masse et de qualité, le degré auquel on a pu réussir un enseignement de masse et de qualité, on n'aurait pas pu le faire. Donc, cela montre en réalité les avantages que le franc malien avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? En réalité, il y avait un mécanisme qu'on appelle les échanges compensés. Les échanges compensés nous permettaient d'avoir de l'extérieur ce dont nous avons besoin d'eux à partir des produits dont ils avaient besoin chez nous ici, notamment les produits agro-pastoraux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la France s'est rendue compte de l'élan que l'économie malienne avait pris dans les premières années de l'indépendance, notamment jusqu'en 1963, elle a estimé, bon, il faut trouver à travers les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur le moyen de faire en sorte que ces mécanismes-là ne portent pas fruit comme ils l'ont fait jusqu'en 1933-34. En quoi faisant, ils proposaient aux paysans qui vendaient de l'arachide, le coton, je sais pas moi, le poisson, les pots les cuirs, la viande des bétails, du bétail plutôt, et ils leur proposaient de leur payer ça 3 à 4 fois plus cher que le prix auquel le gouvernement malien leur achetait. Donc cela a développé le marché noir. Ce qui faisait que finalement, le gouvernement n'arrivait plus à commercialiser la quantité de ces produits-là. Il arrivait dans le cadre du mécanisme d'échange compensé à faire avec les extérieurs. Parce que tout ce qu'on leur vendait, on leur vendait ça avec leur monnaie. Donc ça faisait que nous aussi, ça nous permettait d'avoir des rentrées de devises avec lesquelles nous faisions fonctionner notre économie dans nos relations avec l'extérieur. Entre parenthèses, c'est qu'à l'époque, déjà à la première année de l'indépendance du Mali, en 1975, la balance commerciale du Mali était excédentaire avec tous les pays africains avec lesquels il commerçait. Et là, on ne le dit pas suffisamment. On ne le dit pas. Donc c'est toute cette conscience qui s'était tissée entre les producteurs, le milieu paysan, le milieu rural, les producteurs ruraux et le gouvernement, qui nous avait permis d'arriver au résultat sur le plan économique auquel le gouvernement, la Première République était arrivée jusqu'en 1964. Mais fort de cela, les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur ont compris qu'il fallait faire en sorte que c'est à ce niveau-là que le bas blesse, que les choses pêchent. Donc ils ont proposé 3 fois, 4 fois plus cher l'achat de ces produits-là aux paysans que le prix auquel le gouvernement leur achetait. Alors finalement, on n'avait plus la quantité qu'on pouvait vendre et qui nous permettait d'avoir suffisamment de devises pour continuer à faire en sorte que notre économie
continuer avec l'élan qu'il avait eu dans les années de 61 jusqu'en 63-64. Donc cela a fait que finalement, on était obligé d'aller vers la recherche de convertibilité du franc. Sinon, déjà depuis 1961, le régime de Modibo n'a pas manqué de signaler à la France qu'elle va sortir du mois. Ils l'ont dit. Et ils l'ont fait officiellement le 1er juillet 1962 en frappant notre monnaie nationale. Sinon, ils ne l'ont pas caché. Donc maintenant, je trouve que quelque part là aussi, ils ont péché un peu par excès de conscience. Pourquoi? Parce que en traduction en français? Ah bon, d'accord. Donc voilà. Donc l'excès de confiance a fait qu'ils disaient toujours à l'autre partie ce qu'ils voulaient faire en avance. Et cette partie-là aussi prenait des dispositions pour contrecarrer cela. Donc par là, ils ont assez péché. Alors voilà comment les choses finalement sont arrivées et qu'on arrivait dans la recherche de la convertibilité du franc malien. Des négociations ont été entreprises déjà à partir de 1965. Et la France a posé comme condition absolument que l'on retourne dans l'UMOA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les négociations ont continué jusqu'en 1967 où on est arrivé à dévaluer contre toute attente le franc malien à 50%. Ce que Modibo ignorait, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en leur conviction intime, mais cela n'était pas ce à quoi le président Modibo Keïta et l'équipe qui lui était très proche et favorable voulaient. Alors, à quoi est-ce que ça nous a conduit? Et je précise à ce niveau-là, avant d'en sortir, que déjà le 9 novembre 1968, lorsque devait se tenir ici à Bamako, la grande commission mixte maliano-française, Yvan Bourges était venu pour présider cela. Et en ce moment-là précis, disons-le clairement, Jacques Foccart a suivi au nom de sa participation à cette commission, mais il était venu avec d'autres ambitions. Le temps nous l'a dit après. Qu'est-ce qui s'est passé? Modibo a reçu le 9 novembre 1968 au palais de Kourouba, devant Sori Koulibaly qui était son conseiller économique, Bakara Diallo qui était son directeur de cabinet, et Ousouamba qui était le ministre des Affaires étrangères. Il a dit clairement à Yvan Bourges que ces accords signés avec la France en janvier ne seront pas appliqués au Mali. Que c'est des accords qui ne vont jamais nous permettre de faire face aux difficultés que nous avons. Au contraire, ça nous enfoncerait. Et donc, il va en mission et au retour, on annulerait ces accords, on en sortirait complètement. Ça, c'était le 9 novembre 1968. Chemin faisant, au retour de cette mission-là, le 19 novembre, on l'a arrêté. Voilà pourquoi, finalement, nous n'avons pas pu sortir de ces accords-là signés contre la volonté du peuple malien et des dirigeants fidèles aux intérêts du peuple malien par des gens qui étaient à la sorte de peut-être certains intérêts dont moi je préfère taire le nom. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé. C'était un travail de sape qui a été mené de longue date pour faire en sorte que le régime de Modibo échoue. J'en veux pour preuve, à la page 146 du tome 2 de Jacques Foccart, il a clairement dit, il dit que le renversement du régime de Modibo Keïta, ils y ont travaillé de longues années avec Félix Houphouët-Boigny. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Foccart qui l'a dit. Précisément à la page 146 du tome 2 de ses mémoires. Que peut-on dire de plus? J'en sors là. Amidou Toungara, s'agissant de souveraineté nationale, qu'en est-il aujourd'hui de l'aspect sécuritaire d'avant et d'aujourd'hui? Bien, donc, sur le plan sécuritaire, je pense que ça commence à aller. Ça commence à aller dans la mesure où notre armée, on est en train d'équiper notre armée. Parce que j'ai dit lors de mes derniers propos qu'on avait une armée très affaiblie. Donc l'armée était très affaiblie. Donc l'armée n'avait pas de moyens et puis elle était mal formée. Voyez-vous. Mais dans ces derniers temps, surtout depuis maintenant plus d'une année, alors on a vu que les autorités de la transition sont en train d'équiper l'armée malienne. Donc on est en train de les former et puis de les mettre dans de bonnes conditions pour reconquérir l'intégrité du territoire. Donc, sinon, il fut un moment, par exemple dans les années de 91 jusqu'à 2021, vraiment ce n'était pas une armée qui était à mesure d'assurer la sécurité des Maliens. Mais actuellement, ça commence à aller avec la transition qui est en place maintenant. Pourrions-nous parler de souveraineté territoriale du moment où nous avons sur notre territoire des soldats étrangers?
Oui, nous avons des soldats étrangers, mais ce sont nos partenaires. Nous avons une 60aine de nations qui sont à nos côtés pour nous épauler, qui sont issus de la force des Nations Unies pour la stabilisation qui se trouve chez nous. Dont le mandat a été renouvelé en juin dernier, comme vous le savez. Mais la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous avons quand même quelques difficultés au niveau du Sahel, parce que si nous voulons parler de sécurité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité, et il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc c'est interlié. Je ne pense pas que ce soit le fait d'acheter des armements que nous allons résoudre les problèmes de sécurité. Ce problème, nous n'allons pas le résoudre tout seul non plus. Moi, j'ai suggéré quand même qu'il faut quand même qu'il y ait une coopération sous-régionale plus élargie. D'abord avec nos deux voisins qui ont le plus de difficultés comme nous sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire le Burkina et le Niger, surtout dans la région du Liptako-Gourma. Mais aussi que nous ayons une coordination telle que l'appui extérieur vienne se greffer à ce que nous voulons entreprendre, c'est-à-dire que nos armées, et nous devrions avoir une plus grande autonomie et marge de manœuvre pour conduire nos affaires intérieures, et maintenant que la communauté internationale vienne nous aider sur cela. Et je pense que c'est cela la difficulté actuellement, parce qu'on essaie de se substituer à nos administrations et à nos armées, et cela ne peut pas conduire à des situations pérennes. Et écoutez, donc il va falloir, ça conduit à du saupoudrage, mais on peut dire que depuis l'intervention internationale chez nous, mais la situation ne s'est pas améliorée. Parce qu'une politique se mesure par les résultats. Aujourd'hui, plus des 3/4 du territoire ne sont pas occupés par l'État du Mali. Et il va falloir quand même, le rôle d'un gouvernement, de n'importe quel gouvernement, c'est de quand même s'atteler à cette mission régalienne, y compris la défense, la sécurité, et assurer quand même la stabilité du pays et la défense et des personnes et des biens sur l'intégralité du territoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et aussi, il va falloir quand même accorder beaucoup d'importance à ce qui se passe dans les zones rurales, parce que vous savez, nous avons 60% de notre population qui vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Malheureusement, à cause de l'insécurité dans certaines zones, bon, il va être difficile que nous ayons une bonne production agricole, et donc cela va amener encore son lot de problèmes si les gens doivent se déplacer encore ou n'arrivent pas à cultiver ni à se nourrir. Bon, ça va amplifier les problèmes sécuritaires encore. Donc, moi, je pense que la solution serait quand même que nous nous accordions avec nos voisins immédiats, mais d'abord qu'il y ait l'union sacrée d'abord autour de nos dirigeants ici, qui est l'union politique, que nous pensions nos blessures, parce que sans l'union politique à Bamako ici, il va être difficile de résoudre quoi que ce soit sur l'ensemble de notre territoire pour qu'ensuite dialoguer avec l'ensemble de la communauté régionale et sous-régionale. Daouda Tekete, le Mali a acquis son indépendance avec la rébellion sous ses pieds. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de cette situation sécuritaire? Bon, cette situation qui prévaut aujourd'hui en termes de recherche de sécurité pour notre pays. Donc, si, pour ne pas le dire, si on appelle insécurité que le pays connaît aujourd'hui, a des causes endogènes et des causes exogènes. Cela nous compte seulement l'histoire du Mali, de son indépendance, contrairement à ce que l'on dit. On se rappelle très bien quand, en 1957, il y a eu une tentative de créer une grande organisation au Sahara qui regrouperait certaines populations du Mali, de l'Algérie, du Niger, de la Mauritanie et j'en passe. Ça, c'était déjà une tentative de faire en sorte que ces populations-là se coupent du reste du Mali, pour parler de notre cas précis. Qu'est-ce qui s'est constaté par la suite? On sait que cela ne remonte pas seulement qu'à cette période. Depuis la lutte d'agression coloniale qui s'est passée chez nous, on a vu au nord, quand les troupes françaises sont arrivées, le jeu auquel ils s'en sont donnés. On le sait. Donc ça, c'est déjà des graines qui ont été semées depuis cette époque-là, qui ont germé et qui, lorsque un pays comme le Mali
a pesé de tout son poids dans son appui au mouvement de libération nationale en Algérie, cela n'a pas plu à l'ancienne puissance colonisatrice, notamment la France. Pas tous les Français, mais les intérêts dominants français à travers les 3 grandes branches du capital monopoliste français, la branche commerciale, la branche industrielle et la branche bancaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-ci convoitaient les ressources qui sont dans cette partie de notre territoire. Ils en savent mieux que nous. Donc, pour cela, il fallait tout faire pour que cela ne leur échappe pas. Et c'est pourquoi ils ont travaillé. Mais lorsque, comme je l'ai dit, la veine a été semée bien avant l'indépendance du Mali, alors, vu l'orientation politique que le Mali avait adoptée, notamment par rapport à sa politique intérieure et sa politique extérieure, dont un des pas était le soutien au mouvement de libération nationale dans tout le continent africain. Cela n'a pas plu. Donc, c'est dans cette atmosphère-là de relations entre nous et l'ancienne puissance colonisatrice que la rébellion de 1963 a éclaté. Mais cette rébellion, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas les armes que l'armée malienne a utilisées d'abord pour essayer d'apaiser cette situation-là. Il y a eu des négociations. Suite au résultat de ces négociations, et que certaines parties n'ont pas voulu abandonner les armes, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait-il rester comme ça, les bras croisés? Mais la chose qui a été faite, contrairement à ce que l'on dit, sur le plan de les affaiblir, on n'a pas tiré sur eux. On a plutôt, l'armée a occupé les points d'eau, les oasis, pour leur couper de ravitaillement à nous. C'est ce qui les a affaiblis d'abord et surtout. Mais lorsqu'ils ont réagi face à cette démarche de l'armée, lorsqu'ils ont réagi avec les armes, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on se défende. Et suite à la puissance de feu de l'armée à l'époque... Daouda Tekete, on me signale qu'il nous reste 3 petites minutes pour clore cette émission. Le temps d'une dernière question, un dernier tour de table, très rapidement terminé alors. Très rapidement, je vais dire en 2 phrases. Oui. En 2 phrases. Allez-y. Sur le plan militaire, on est arrivé à apaiser la situation. On a entrepris des réalisations sur le plan économique, parce que Modibo et ses compagnons ont dit que si tu vois que des Maliens ont pris les armes contre leur pays, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce pays. C'est ce qui a fait que l'agriculture a été développée à Kidal. Les écoles ont été construites là-bas. Le centre de santé a été construit. Pendant toute cette période, donc grâce à cette politique de Modibo, de 68 jusqu'à 90, la rébellion n'a pas éclaté. Mais lorsque cette politique a été abandonnée progressivement à partir de 68, qu'est-ce que ça donne comme résultat? En 90, ça a ressurgi. Voilà ce que je voulais préciser. Amidou Toungara, quelle alternative aujourd'hui pour restaurer les piliers de la démocratie dans le pays? Avant de parler sur ça, je voudrais rapidement, il nous reste moins de 2 minutes. Sur quelque chose que M. Magalou a dit qui est très bon, qui est important. C'est par rapport à la collaboration entre les États voisins, quant à la sécurité du Mali. Voilà, je pense que c'est une bonne chose, mais si cette collaboration est sincère, voyez-vous. Par exemple, au temps du président ATT, au moment de l'insécurité, en tout début d'insécurité, le président ATT, il a crié sur tous les toits en invitant les États de la CEDEAO, les États voisins, parce qu'il a dit que le Mali seul ne peut pas contenir cela. Il les a invités, mais ils ont pris du temps avant d'agir. Ils ont attendu que le pays chute d'abord, ensuite venir sous la forme de missement, ensuite l'aménagement. Donc la collaboration est bonne si vraiment cette collaboration est sincère. Mais on sait que la plupart de ces États-là agissent sous le commandement de l'extérieur, notamment de l'ancienne puissance colonisatrice. Donc c'est ce qui pose problème. Merci beaucoup Amidou Toungara. J'espère avoir la réponse à ma question. Quelle alternative aujourd'hui pour restaurer les 3 piliers de l'indépendance, à savoir la sécurité, l'économie et le développement? Écoutez, tout cela est lié, mais ce que le président Modibo Keïta a dit au début de l'indépendance, c'est très important. Il a dit que nous avons créé notre armée nationale parce qu'on est mieux défendu que par soi-même. C'est pour cela que nous avons créé notre armée nationale bien formée, bien équipée
et aussi soutenu par le peuple. Et en même temps, il faut s'assurer que les besoins élémentaires de la population soient satisfaits. Merci beaucoup et c'est sur ces mots de Modibo Mao Makalou que prend fin notre émission du Grand Dialogue de ce soir qui réfléchissait où en sommes-nous réellement indépendants. Et merci à nos invités, professeur Amidou Tungara, historien, au téléphone Daouda Teguete, journaliste, Modibo Mao Makalou, économiste. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. À la régie son et vidéo, il y avait Siedoun Daou et Noum Duré. Je suis Mariam Maïga. On se dit à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.